Alors, moi je suis censée vous parler des fièvres récurrentes. En fait, je vais changer un tout petit peu la présentation. Je vais l'appeler comme ça. Quand est-ce qu'il faut évoquer une maladie auto-inflammatoire chez l'enfant? L'idée étant de réussir à penser aux maladies avant de parler des traitements. C'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, alors, c'est quoi déjà une maladie auto-inflammatoire? La définition qui est aujourd'hui reconnue sur les maladies auto-inflammatoires, c'est que c'est une maladie qui est un désordre de l'immunité innée. Donc d'un côté, on va avoir les désordres de l'immunité adaptative, qui sont les maladies auto-immunes que vous connaissez, et puis de l'autre côté, on va avoir les désordres de l'immunité innée, c'est-à-dire de la toute première phase de réponse du système immunitaire, qui va être ce qu'on va appeler l'auto-inflammation. Et en fait, les maladies dysimmunitaires vont se situer sur une échelle plus ou moins impliquant l'auto-immunité ou l'auto-inflammation. Nous, on va surtout se concentrer sur l'auto-inflammation. Alors, un peu d'histoire. Comment est-ce qu'on a découvert ces maladies auto-inflammatoires? L'essor des maladies auto-inflammatoires est étroitement lié à la génétique, à la recherche en génétique. Il y a 25 ans, on a identifié les maladies par recherche de gènes candidats. Et en fait, c'est comme ça que les premières maladies auto-inflammatoires ont été décrites, dont la première, la fièvre méditerranéenne familiale, suivie ensuite par les autres fièvres récurrentes auto-inflammatoires que je vais appeler les fièvres récurrentes historiques. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont été décrites en premier que c'est forcément les plus fréquentes. Ensuite, la deuxième partie, la révolution, est venue en 2007 avec la découverte des nouvelles techniques de génétique qui s'appellent les Next Generation Sequencing, qui a permis d'évaluer aussi des patients sporadiques, des cas sporadiques. Et en fait, on a eu une vraie accélération des découvertes de maladies génétiques et on a pu savoir que de nombreuses voies inflammatoires pouvaient être touchées et pouvaient dysfonctionner. Et donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve, ce n'est pas la peine de regarder quels sont les noms des gènes, mais c'est juste pour vous dire, voilà la quantité de gènes que nous avons aujourd'hui qui sont liés à des maladies auto-inflammatoires. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. La suite est venue avec les études qu'on appelle des études d'association, lorsqu'on a regardé le génome complet de nos patients. Là, on a réussi à découvrir des gènes de susceptibilité pour des maladies qui sont polyfactorielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de la génétique qui est responsable de la découverte de la maladie. Et puis, on a découvert quelque chose, mais ça concerne beaucoup plus les adultes, ce qu'on appelle des mosaïques somatiques, c'est-à-dire que des patients qui ont des anomalies génétiques que dans une partie de leurs cellules. Et tout ça, ça peut donner des signes cliniques qui sont des signes cliniques dysimmunitaires. Et donc ça va être le stade où on se retrouve aujourd'hui. De nouveau, il ne faut pas apprendre par cœur, mais on a essayé de classer les différentes maladies en fonction de la voie inflammatoire qui était atteinte. Et en fait, on va avoir une grande roue des maladies auto-inflammatoires et un nombre absolument impressionnant de maladies différentes qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qui caractérise ces maladies auto-inflammatoires? C'est des maladies ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on peut les trouver dans le monde entier et elles sont nombreuses, mais chaque maladie individuelle est exceptionnelle. La prévalence est de 1 sur 10 000 à 1 sur 1 million, donc en fait certaines pathologies sont vraiment exceptionnelles du coup. Et ce qui va nous concerner, nous, c'est que ces pathologies débutent le plus souvent au cours de la petite enfance, ce qui va montrer en fait leur caractère génétique. Donc comment est-ce qu'on va faire pour retrouver un diagnostic de maladie auto-inflammatoire? La première étape, ça va être affirmer le caractère auto-inflammatoire des symptômes. Lorsqu'on a un enfant qui a des symptômes, en fait, quels vont être les symptômes qui vont nous orienter vers une maladie auto-inflammatoire? Là, en fait, on va avoir un problème parce que les symptômes que l'enfant présente sont des symptômes pas spécifiques. Et la porte d'entrée pour toutes ces maladies auto-inflammatoires, ça va être la fièvre trop fréquente. Mais c'est quoi une fièvre trop fréquente? Les enfants, ils font tous de la fièvre. En pédiatrie, c'est le premier symptôme qui motive la consultation.
c'est le parcours normal de l'enfant parce qu'il doit, avoir un environnement antigénique, il doit s'y identifier, en fait, il doit pouvoir répondre à son environnement antigénique. Et ce n'est pas forcément parce qu'il fait de la fièvre que c'est forcément grave, mais ça fait de l'anxiété pour les parents et pour certains médecins aussi. Donc la majorité des fièvres chez l'enfant sont des fièvres, ce que je vais dire, normales. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc à partir de quel moment on va s'inquiéter? C'est une vraie question. Et il n'y a pas de chiffre où je peux vous dire, voilà, 3 c'est normal, 4 c'est plus normal. 4 peut être normal, 6 peut être normal, mais voilà, à réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La notion de fièvre trop fréquente, comme je vous disais, est très relative. Donc, on va devoir aller regarder comment les patients évoluent au cours du temps. Alors, en France, on a le carnet de santé qui est bien rempli, le plus souvent, encore que de moins en moins. Mais c'est une grande aide. Si vous n'avez pas le carnet de santé, il faut quand même aller s'attacher pour dire, voilà, la fréquence de la fièvre, tolérance de la fièvre, quels sont les symptômes associés à la fièvre, quels sont les diagnostics évoqués par les différents médecins que l'enfant a vus, quels sont les traitements entrepris et leur efficacité, quelle est leur durée, quelle est l'évolution. Donc en fait, c'est des consultations longues, vous devez aller interroger chaque épisode de fièvre pour savoir si c'est une fièvre normale de l'enfant ou si c'est une fièvre qui doit vous inquiéter. Donc, lorsque l'enfant est trop souvent fébrile, vous faites quoi? En fait, première étape, parce que c'est l'urgence absolue, c'est éliminer le déficit immunitaire. Alors, quels sont les signes d'alerte d'un déficit immunitaire? En fait, je vous ai mis ici les critères qui sont classiquement reconnus par la Société française des déficits immunitaires. En gros, si vous avez des infections respiratoires récurrentes, plus de 8 otites chez l'enfant de moins de 4 ans par an, plus de 2 pneumonies par an, plus de 2 sinusites par an, si vous avez une infection invasive grave à germes encapsulés, donc en fait une méningite, un méningo chez un enfant qui avait été correctement vacciné, ça veut dire qu'il vous faut évoquer un déficit immunitaire. Si vous avez des infections à bactéries pyogènes récurrentes, toujours les mêmes, cutanées, invasives, tissulaires, etc., là aussi, attention au déficit immunitaire. Faites attention aux infections récurrentes avec toujours le même germe. Ça veut dire que c'est un peu louche. Donc voilà. Les germes opportunistes, les diarrhées infectieuses persistantes, le muguet, la candidose qui est cutanée, qui récidive tout le temps. La cassure de la courbe de poids, très important. Et puis, si vous avez des déficits immunitaires connus dans la famille, oui, vous allez y penser plus vite. Schématiquement, en France, on dit si un enfant est plus de 2 mois par an sous antibiotiques, soit le médecin est vraiment très anxieux et il met des antibiotiques trop vite, soit effectivement, il faut évoquer un déficit immunitaire. C'est un bon marqueur de 2 mois sur 12, c'est trop en fait en cumulé. Donc si vous avez ça, vous allez faire un bilan immunitaire et vous allez oublier les maladies auto-inflammatoires. Deuxième chose, si vous avez de la fièvre trop fréquente, est-ce que vous avez un signe d'alerte d'une maladie chronique débutante? Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher des signes cliniques qui orientent vers une maladie particulière, une infection particulière qui pourrait expliquer en fait des fièvres récidivantes où le système immunitaire ne réussit pas à s'en dépatouiller. Par exemple, les infections prolongées, les rickettsioses, les griffes du chat, la brucellose. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez voir ici. L'atteinte d'organes aussi, si vous avez un endroit, un germe dans un organe, en fait, un abcès rénal chronique, en fait, ça peut donner de la fièvre à répétition. Une maladie inflammatoire débutante, oui, donc voilà, et là, la frontière commence à être un peu compliquée. Ne pas oublier les cancers. Même si ce n'est pas forcément le premier diagnostic à évoquer devant une fièvre récurrente. La néoplasie, c'est plutôt les fièvres prolongées. Donc voilà. Si vous avez des signes d'alerte d'une maladie chronique débutante, vous allez faire un bilan orienté et vous allez oublier, ce n'est pas une maladie auto-inflammatoire. Si vous avez éliminé tout ça, en fait, on va tomber sur ce que moi je vais appeler soit les fièvres récurrentes, soit les fièvres intermittentes.
C'est quoi les fièvres intermittentes? Ceux qui m'entendent parler en France, j'appelle ça la créchite. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont malades de la crèche. Alors c'est vrai qu'ici, probablement, les enfants sont moins gardés en crèche, mais bon, ils peuvent quand même faire des infections répétées. Ça commence, bon, d'accord, donc voilà, la créchite, ça le fait. C'est souvent le début à l'entrée en collectivité. On n'a aucune stéréotypie sur les épisodes de fièvre. C'est-à-dire, une fois, il fait la gastro, la fois d'après, il fait l'otite, la fois d'après, il fait la bronchiolite, ensuite, il fait le rhume, et ensuite, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ça que j'appelle des fièvres intermittentes. Ils peuvent être très souvent malades, mais ils sont malades de la crèche en fait, hein, ils ne sont pas malades eux-mêmes. Voilà, donc dans ce cas-là, il est urgent d'attendre. Vous réévaluez votre enfant dans 6 mois. S'il ne rentre pas dans cette catégorie-là, là, effectivement, vous allez pouvoir commencer à évoquer la suspicion d'une maladie auto-inflammatoire. Et comment est-ce que vous allez faire un diagnostic? C'est la suite de la présentation. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir évoquer une maladie auto-inflammatoire? Sachez que quand même, au départ, les premières fièvres récurrentes qui ont été décrites, c'était des maladies auto-inflammatoires qui étaient liées à l'interleukine 1. Comment ces pathologies se présentent? En fait, elles se présentent par ce que les parents appellent des crises stéréotypées récurrentes ou des poussées stéréotypées récurrentes. Et ce qui est important dans ce mot, dans cette phrase-là, c'est la stéréotypie. C'est-à-dire que la durée, certes, est variable d'un enfant à l'autre, mais en fait, au sein de la même famille, les parents vont vous dire c'est toujours pareil. Ça, c'est une phrase qu'on entend. C'est toujours pareil. Docteur, c'est toujours pareil. On va avoir des fièvres de durée variable, séparées par des intervalles où le patient va parfaitement bien. Parfois, on peut avoir plutôt une maladie chronique, c'est-à-dire où il ne va pas tellement aussi bien entre les poussées, mais où on va pouvoir quand même identifier les poussées. Il a une poussée, il va un peu mieux, il a une poussée, il va un peu mieux. Donc en fait, on va avoir ce on-off. La fièvre peut être à début brutal, avec des frissons. Elle s'accompagne d'inflammations récurrentes et séreuses. On va y revenir. Il peut y avoir une atteinte cardiaque et cutanée. Donc pour pouvoir faire un diagnostic, on a besoin d'une boussole. Quelle boussole? Caractéristiques communes des maladies IL1 médiées, les poussées, fièvre et syndrome inflammatoire, CRP élevé. On va retrouver souvent des facteurs déclenchants dans les poussées inflammatoires. Ça peut être quoi les facteurs déclenchants? Le stress, manque de sommeil, l'activité physique un peu intense pour une fois. En fait, on va devoir retrouver ça à l'interrogatoire. Et ça, on va avoir dans toutes les maladies auto-inflammatoires quasiment, ce trigger et essayer de le chercher parce qu'il est d'une grande aide pour pouvoir faire un diagnostic de maladie auto-inflammatoire. Alors, quel biomarqueur dans les maladies auto-inflammatoires IL1 médiées? Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Une CRP, ça suffit. CRP, il y en a plein. Vous pourriez en faire plein d'autres, plein de trucs très exotiques, mais la CRP, à ce stade-là, ça suffit. Après, on va discuter s'il faut, dans le suivi des maladies, des biomarqueurs spécifiques, mais là, la CRP suffit et la CRP est élevée. Les maladies, ensuite, vont se distinguer par leur âge de début, la durée des accès inflammatoires, la fréquence et le rythme des accès, les signes d'accompagnement et le mode de transmission génétique, puisque nous sommes le plus souvent, en tous les cas, dans les fièvres récurrentes héréditaires. Alors, les points communs, fièvre, parfois élevée et mal supportée. Ensuite, l'atteinte musculaire et articulaire à rechercher systématiquement, l'atteinte abdominale à rechercher, douleur, troubles du transit, les signes cutanés. Donc, demandez, aujourd'hui tout le monde a un smartphone, donc demandez aux gens de faire des photos pendant les épisodes de fièvre, l'atteinte ORL à rechercher et l'atteinte neurologique. Dans les maladies auto-inflammatoires, il peut y avoir de la neuroinflammation, à minima, c'est des céphalées. Parfois, ça peut aller jusqu'à la méningite. La peau est une aide précieuse au diagnostic. Les aftes, ça va nous orienter vers un certain nombre de maladies telles que le PFAPA ou le déficit partiel en mévalonate kinase. L'urticaire, dans le CAPS, par exemple. Le livédo, dans le déficit en ADA2. Les conjonctivites. Donc vraiment,
la peau, regardez la peau de vos patients, demandez aux gens de faire des photos. Chaque pathologie a ses propres signes cliniques et on retrouve de nouveau notre stéréotypie. Très important de la chercher, celle-là. Alors, l'orientation diagnostique va se faire en fonction de l'origine géographique du patient et sur l'argument de fréquence. Donc, l'origine géographique, ici nous sommes dans le pourtour méditerranéen, c'est vrai que dans ce cas-là, on va évoquer en tout premier la fièvre méditerranéenne familiale. Mais l'argument de fréquence en pédiatrie va nous dire que la première pathologie, ce n'est pas la FMF, c'est le syndrome de Marshall ou PFAPA. Donc voilà, argument de fréquence, PFAPA, ensuite FMF, et puis seulement toutes les autres. Du coup, puisqu'on n'a pas le PFAPA chez les adultes ou chez les plus grands enfants, ça va être la FMF en premier si vous êtes à l'adolescence. Donc le plan d'analyse pour pouvoir arriver à un diagnostic, âge de début, quelle est la transmission, l'origine géographique, durée des accès, fréquence, rythme des accès, quels sont les signes d'accompagnement et quels sont éventuellement les biomarqueurs. En gros, quelle est la CRP. Donc le PFAPA. Le PFAPA, ça va être quoi? Ça va être un enfant qui va avoir des épisodes de fièvre périodiques. Plutôt, les parents sont capables de les prédire. La fièvre dure entre 3 et 5 jours. Pendant ces 3 et 5 jours, on va avoir les signes d'accompagnement qui vont être dans le PFAPA quasi exclusivement les manifestations ORL avec l'angine blanche, et c'est là où ça va être compliqué, parce que l'angine blanche peut être à streptocoque. Donc, il faut, à un moment donné, faire des tests à ces enfants, prélever les gorges pour savoir si c'est vraiment une angine à strepto ou si c'est des angines stériles. Les adénopathies cervicales, donc, je ne sais pas, oui, ça passe, voilà. Et puis, les aftes, qui peuvent être d'une grande aide, mais qui ne sont pas là à chaque fois, qui sont là que chez 40% des enfants. Donc, en fait, quand même, la majorité des enfants du PFAPA n'ont pas d'aft. Mais c'est une fièvre récurrente régulière avec des manifestations ORL. Et le grand diagnostic différentiel pour le PFAPA, ça va être le déficit partiel en mévalonate kinase. Pourquoi? En fait, parce que c'est la fièvre, elle est pareille, elle dure parfois un peu plus longtemps. Il y a les manifestations ORL, comme dans le PFAPA, mais il y a des manifestations digestives que le PFAPA n'a pas habituellement. Il y a des manifestations musculo-squelettiques que le PFAPA n'a pas habituellement. Et il y a des manifestations neurologiques avec la neuroinflammation que le PFAPA n'a pas toujours, n'a pas en fait habituellement. Et puis l'atteinte cutanée que le PFAPA n'a pas du tout. Voilà. Donc en fait, cela, lorsque vous avez un PFAPA trop riche, et en plus que vous avez des parents consanguins, en fait, ce n'est pas un PFAPA. Essayez d'éliminer d'abord le déficit partiel en mévalonate kinase. Il y en a quand même pas mal dans le Maghreb, avant de retenir le diagnostic de PFAPA. Donc là, on est vraiment sur une maladie récessive qu'il ne faut pas rater. Alors, la forme la plus grave du déficit partiel en mévalonate, en fait, le déficit partiel en mévalonate kinase est une forme atténuée d'une maladie métabolique que vous connaissez peut-être, qui est le déficit complet en mévalonate kinase, qui est juste une catastrophe globale pour l'enfant, avec un retard mental, une ataxie cérébelleuse, de l'attaque cataracte, des atteintes digestives, des atteintes hépatiques, une dysmorphie faciale, et aussi, en fait, de la fièvre récurrente. Mais en fait, le reste du tableau est tellement grave que souvent, les fièvres à répétition ne sont pas tellement diagnostiquées dans ce groupe. Bon, ensuite, la fièvre méditerranéenne familiale, vous allez avoir une présentation entière sur la FMF, mais juste pour vous dire que là aussi, on va avoir... Ah, d'accord, on ne va pas en parler, j'ai raté ça, alors pardon, donc je vais quand même le détailler un peu, je voulais passer vite. Donc là, de nouveau, on est sur une maladie récessive, donc de nouveau, la consanguinité des parents va être un argument pour aller l'évoquer. Vous allez avoir de nouveau un enfant avec des épisodes de fièvre, mais qui vont être plus courts, qui vont être plutôt de 48-72 heures. Et puis là, on va avoir les manifestations digestives qui vont être au premier plan. Ensuite, les manifestations musculo-squelettiques avec des douleurs et des arthrites éventuellement.
La peau peut vous être d'une grande aide avec ce pseudo-érysipèle qui est vraiment quasi pathognomonique, mais qui touche malheureusement pas tous les enfants pour faire le diagnostic. J'ai envie de dire heureusement pour les enfants parce que c'est quand même assez enquiquinant. Et puis les manifestations thoraciques, des douleurs thoraciques. La FMF n'a habituellement pas d'atteinte ORL. Donc ça permet parfois de basculer si on hésite entre s'il faut faire une génétique ou pas. Alors, les autres maladies auto-inflammatoires sont tellement exceptionnelles qu'à mon sens, il ne faut pas aller les apprendre par cœur et aller les chercher. Quand même juste 2 mots sur les interféronopathies, parce qu'elles aussi, elles peuvent se présenter sur un versant fièvre récurrente, mais là, les signes d'accompagnement sont beaucoup plus riches. Et en fait, ça va être l'atteinte du système nerveux central qui va être en premier lieu, avec des retards de développement, des convulsions, des troubles moteurs, des calcifications cérébrales si vous faites un scanner, des atrophies. Donc en fait, c'est des enfants qui sont en fait sévères neurologiquement. La vascularite au niveau cutané, en fait c'est la vascularite digitale, plutôt des livédos, des engelures, des lipodystrophies, en fait. Et c'est des enfants qui sont finalement, qui ont une CRP pas si élevée, voire une CRP normale. Et c'est ça qui peut être compliqué, du coup, de faire les diagnostics. Pensez que ça peut être une maladie auto-inflammatoire, une fièvre récurrente. J'ai des patients qui sont rentrés dans une interféronopathie via une fièvre récurrente à CRP normale, mais une vraie fièvre récurrente. Donc oui, ça peut exister. Donc voilà, juste pour vous dire que les interféronopathies qui habituellement ne se présentent pas comme ça, peuvent rentrer via le spectre de la fièvre récurrente. Et puis, les pathologies liées à la voie NF-kappa B, en gros, des B7-like, des fièvres récurrentes avec des aphthoses qui ressemblent un peu à un B7, mais qui sont trop inflammatoires pour un B7 et qui ne sont pas classiques comme un B7 et qui ont des fièvres récurrentes. Habituellement, le B7 n'a pas de fièvre récurrente. En fait, là aussi, on va être plutôt dans une pathologie, maladie auto-inflammatoire, mais plutôt les NF-kappapathies. Et dans les NF-kappapathies, on a en plus souvent un déficit immunitaire commun variable associé. Donc c'est plus complexe parce qu'on va aussi avoir peut-être des infections répétées. Donc c'est des patients un peu moins carrés que ce que je viens de vous présenter, donc plus compliqué. Mais ce qui me tient à cœur, c'est ça. Si vous entendez des bruits de sabots, ne cherchez pas le zèbre. En tous les cas, pas au Maroc. Si on est au Zaïre, je vais devoir changer là. Si je vais au Kenya, je vais devoir changer ma présentation. Parce qu'en fait, quand même, la fièvre récurrente à répétition chez l'enfant, c'est essentiellement des infections bénignes répétées. Parfois, des infections graves, un déficit immunitaire, un cancer ou une maladie auto-immune débutante. Et exceptionnellement, seulement une maladie auto-inflammatoire. Je ferai l'exception de la FMF ici, qu'il faut chercher, que je mettrai plutôt au 2e plan, en fait. Voilà, et puis, mais toutes les autres, vraiment exceptionnelles. Donc, pensez à une MAI, une maladie auto-inflammatoire. Si vous avez la stéréotypie, ne colle avec aucun diagnostic classique fréquent, les traitements que vous avez mis en route ne marchent pas, la CRP est élevée sans explication, ça débute au cours de l'enfance et vous avez des formes familiales. Ça, c'est les red flags pour les maladies auto-inflammatoires. Voilà. Merci beaucoup, Véronique, pour cet exposé très clair et qui nous met un petit peu la lumière sur ces fièvres récurrentes. Et nous, praticiens, c'est vrai qu'on a du mal à contenir un peu les familles avec ces fièvres, avec ces créchites, que vous appelez. Mais de là à faire le pas, à se dire, bon, maintenant je vais chercher, on a du mal, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rassurer ces familles, et nous-mêmes, on a peur de passer à côté. Donc, vous dites CRP, mais est-ce que ça suffit, une CRP, pour nous rassurer, pour rassurer la famille? Et par exemple, pour le PAFA, moi j'ai du mal à faire le diagnostic, parce que c'est des angines. Bon, il peut faire 3-4 angines dans l'année. Et alors, donc maintenant, je pense qu'il faut faire un prélèvement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors en fait, moi je demande beaucoup pour le début, en fait. Lorsqu'on se pose la question, je demande beaucoup aux gens de faire des calendriers, de tenir des calendriers. C'est-à-dire que
il n'y a pas besoin de faire énormément de choses. Ils prennent un calendrier de n'importe, hein, du plombier, hein, qu'on leur a donné, et ils font des croix dessus, ils marquent dessus les signes que l'enfant a eus. Et en fait, mais déjà, à eux, ça leur permet de montrer qu'il y a une stéréotypie. C'est là où ils reviennent en disant, mais en fait, c'est toujours pareil. Et vous, pareil, si vous avez ce calendrier en un coup d'œil, on voit qu'il y a une stéréotypie. Et en fait, ce que ce calendrier permet aussi, c'est de montrer que souvent, il n'y a pas d'autres infections. Ça, c'est vrai pour j'ai envie de dire, le PFAPA. Le PFAPA, c'est vraiment la maladie qui fait que le PFAPA, c'est des enfants qui vont parfaitement bien par ailleurs, ils ne font rien d'autre, hein. Donc c'est génial cette maladie pour ça. Ils font que leur fièvre. Donc j'ai des histoires d'enfants qui me disent, en fait, pourquoi tu viens me voir? Lorsque je leur dis pourquoi tu viens me voir, je viens me voir parce que j'ai la tanifièvre, elle s'appelait Tanina. Donc même les enfants savent que c'est particulier et que c'est à eux et que ça ne ressemble à rien d'autre. Et donc en fait, il faut réussir à montrer ça aux parents. Donc faites un calendrier, le Score IDI, je l'utilise par exemple. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour que les parents ont cette stéréotypie et en fait viennent d'eux-mêmes dire en fait c'est pas normal. Des questions dans la salle? Alors, la médiane d'évolution du PFAPA est de 4 ans. À partir du moment, c'est la médiane. C'est-à-dire que la moitié, en gros, des enfants sont guéris au bout de 4 ans d'évolution. On dit qu'on doit guérir jusqu'à l'âge, à l'adolescence. Il y a eu une grande discussion si le PFAPA existait chez l'adulte. La réponse aujourd'hui, le consensus semble plutôt aller vers le PFAPA chez l'adulte n'existe pas et si la fièvre persiste au-delà de l'adolescence, en fait, on va renommer ces enfants, on va dire qu'ils ont une maladie auto-inflammatoire, une fièvre récurrente auto-inflammatoire inclassée. Et on va les suivre parce que peut-être dans l'avenir, cette partie-là va finalement avoir des anomalies génétiques ou va avoir des facteurs favorisants qui font qu'ils continuent leur fièvre. Mais habituellement, oui, la médiane d'évolution, c'est de 4 ans, mais ce qui veut dire qu'il y en a quand même aussi qui continuent 8, 9, 10 ans, quoi, hein. Donc, et on n'a pas la boule de cristal pour savoir qui va guérir et qui ne va pas guérir. Alors là aussi, je pense que c'est... Oui, alors ça c'est le problème. La colchicine, elle marche un peu dans toutes les fièvres récurrentes. Donc le test, malheureusement, le test à la colchicine ne va pas vous orienter forcément vers une FMF. Ça, on sait aujourd'hui. Avant, on disait, voilà, on fait un test à la colchicine, s'ils répondent, ça veut dire que c'est une FMF et on va continuer la colchicine à vie. C'est plus compliqué que ça. Il y a des patients avec des maladies auto-inflammatoires qui répondent, qui ne sont pas de FMF, qui répondent à la colchicine et notamment les PFAPA, partiellement, répondent à la colchicine. Et donc, en fait, on peut arrêter éventuellement ce médicament. À mon sens, idéalement, le diagnostic de FMF devrait être un diagnostic génétique. Ce n'est pas la peine de faire tout le gène. Il faut avoir un laboratoire qui fait l'exon 10 pour aller chercher les mutations les plus fréquentes. L'exon 10, c'est tout. Ce n'est pas la peine d'aller... Oui, mais ça suffit, ce n'est pas la peine. Ouais. Une question. Merci. Et après, monsieur. Merci Taillard. beaucoup pour cette présentation didactique, vraiment didactique. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit le professeur Micou. On a des PFAPA, mais le problème, le tableau clinique, il est au complet, sauf le syndrome inflammatoire, sauf la CRP. Et c'est des cas on a plusieurs cas, c'est pas un seul. Le tableau, c'est une fièvre récurrente avec tous les signes qui se répètent, qui ne répond pas au traitement habituel du PFAPA et qui persiste jusqu'à l'adolescence, avec une bonne croissance staturopondérale. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est des garçons
qui ont des épisodes fébriles avec des douleurs abdominales et basithoraciques. Et on exclut la FMF parce qu'on est habitué, c'est le premier diagnostic, on fait ce raisonnement. C'est des malades qui ne répondent pas à la colchicine, qui ne répondent pas au traitement. Et là, bon, j'étais un petit peu rassurée quand j'ai entendu le mot inclassé. Je ne sais pas, on ne peut pas faire l'étude de tous les gènes, on fait que quelques MFM, etc. Bon, on est restreint sur le plan génétique, mais que faire? Oui, fait que l'exandis, mais c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà bien. Voilà. Oui. Oui. Et donc, on est avec certains malades, on est allé vers l'anti-interleukine A, etc. Il n'y a pas de réponse. Que faire? Alors, moi, j'ai plusieurs éléments de réponse. Un FAPA sans syndrome inflammatoire n'est pas un FAPA. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le classer dans les signes de syndrome de Marshall s'il n'a pas de syndrome inflammatoire. Donc le syndrome inflammatoire se cherche le 2e jour de la fièvre. Ça ne sert à rien de le faire dès qu'il a, dès qu'il a le 38, parce que sinon, en fait, la CRP n'est pas encore élevée. Mais si effectivement le 2e jour de la fièvre objectivée, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, ce n'est pas un FAPA. Soit effectivement on va aller chercher, est-ce que ça peut être une maladie auto-inflammatoire, c'est ce que je vous disais, est-ce qu'il est en train de rentrer dans une autre pathologie? Je le mettrai, si vous n'avez pas la possibilité de faire d'autres génétiques, dans une maladie auto-inflammatoire inclassée. Et dans ce cas-là, mais ça déborde un peu de ce qu'on m'a demandé, c'est on va revenir sur notre stratégie que Isabelle vous a dit hier. Hein. Quel est le but du traitement? Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos patients? Ben, en fait, il y a 2 choses dans les maladies auto-inflammatoires qu'on veut faire. La première, améliorer leur qualité de vie. Donc c'est vrai qu'on va essayer des thérapeutiques pour améliorer leur qualité de vie. Si leur qualité de vie n'est pas très altérée, ben en fait, c'est des patients que je vais suivre avec juste un traitement symptomatique. Si le traitement symptomatique pendant les poussées suffit, ben en fait, ils vont avoir qu'un traitement symptomatique. La deuxième chose qu'il va falloir faire dans le but de treat to target, c'est éviter les complications. Donc, quelles sont les complications si on n'a pas de syndrome inflammatoire? Ben, du coup, on est quand même déjà beaucoup plus rassuré sur l'amylose secondaire. Hein, donc voilà, s'il n'y a pas de syndrome inflammatoire, on ne va pas faire d'amylose secondaire. Donc ça, déjà, on peut dire, OK, ce n'est pas ça le problème. Et après, on va en fait les suivre pour voir s'il n'y a pas d'autres atteintes d'organes qui arrivent. Est-ce qu'il va avoir une atteinte neuro-inflammatoire? Est-ce qu'il va avoir une arthrite? Est-ce qu'il va avoir... Voilà. Donc en fait, on les suit, ces patients, pour voir s'il y a des nouveaux signes qui sortent pour savoir si on peut les classer. Ça, c'est le côté FAPA sans syndrome inflammatoire. Je le mettrai dans maladie auto-inflammatoire inclassée, si c'est très stéréotypé. La deuxième question, c'était les garçons qui ont des douleurs abdominales répétées avec de la fièvre. Ben, en fait, là, si on a un syndrome inflammatoire et une FMF génétique FMF non contributive, ben, en fait, on va aller chercher les autres pathologies. Moi, je reste persuadée qu'au Maroc, au Maghreb de manière générale, les déficits partiels en mévalonate kinase sont complètement sous-diagnostiqués. Nous avons des patients avec des TRAPS qui ont des douleurs abdominales fébriles aussi, mais les douleurs sont plus longues, ça dure plus longtemps en fait que dans la FMF, mais, voilà, mais qui ont un syndrome inflammatoire aussi. Je pense qu'on va être dans une autre pathologie auto-inflammatoire génétique possible, mais où vous allez être limité sur le traitement, sur le diagnostic. Et de nouveau, on va faire un pas en arrière en disant quels sont les buts de traitement. On va faire en sorte qu'il y ait le moins d'inflammation possible. Et donc, pour ces patients-là, je propose des corticothérapies à la demande, voir ce que ça donne. Et on va de nouveau essayer de traiter la qualité de vie avec ça et faire en sorte qu'il n'y a pas d'inflammation infraclinique pour protéger leur rein pour le long terme. Professeur Taher. Merci pour la mise au point en fait, très claire. Moi, ce qui m'intrigue, c'est beaucoup plus les triggers ou les facteurs déclenchants, c'est-à-dire si on arrive à les maîtriser, à les reconnaître, on pourrait peut-être éviter les pousser ou pouvoir stabiliser la maladie. Et en parlant justement de B7, j'avais un cas chez qui on avait fait le lien avec le gluten.
Le gluten, Oui. en fait, on était orienté par des signes digestifs. Moi, j'ai aussi la casquette de gastropédiatre et il y avait même des anticorps anti-transglutaminase qui étaient positifs. Mais en fait, il y avait à chaque fois des poussées avec syndrome inflammatoire important, une aphthose bipolaire. En fait, on avait tous les signes de la maladie. Et en retirant le gluten, enfin, on a tenté, c'est-à-dire on n'était pas convaincu que c'était le lien, on n'était pas sûr. Mais en retirant le gluten, on était quand même, on arrivait à stopper les poussées et l'enfant, en fait, il est resté longtemps sans faire de poussées. Je ne sais pas ce que vous en pensez justement de ces triggers, comment les reconnaître. Il y a beaucoup de travaux sur les triggers, justement. Ça, c'est une autre réponse, en fait, sur les maladies auto-inflammatoires inclassées. Si on réussit à avoir les facteurs déclenchants, on peut essayer de jouer sur les facteurs déclenchants. Donc, notamment le stress étant quelque chose de que le système immunitaire adore pour se mettre en route, mais en fait, il va falloir apprendre à gérer aux gens le stress. Alors ça, c'est un vaste programme. Mais c'est vrai que oui, si on peut agir sur les facteurs déclenchants, ça améliore de toute façon le patient. Et après, il y a ce que j'appelle des facteurs déclenchants universels, c'est de ce dont je vous parle en fait, c'est le manque de sommeil, le stress, etc. Et il y a ce que j'appelle les facteurs déclenchants privés. Il y a certains patients qui ont des facteurs déclenchants privés qui ne sont pas décrits par quelqu'un ailleurs. J'ai eu un patient avec une FMF qui se déclenchait une crise à chaque fois qu'il mangeait du chocolat. J'ai plus jamais revu ça dans un seul. Bon, voilà, il a arrêté le chocolat, pour lui malheureux, mais il faisait moins de crises. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi certaines choses déclenchent, sont privées en fait, mais c'est vraiment, il faut imaginer le système immunitaire, il ne se met quand même pas en route sans rien. En fait, sinon, en fait, il serait inflammatoire tout le temps. Donc en fait, c'est une maladie génétique dans un environnement. Et dans cet environnement, oui, il y a des choses qui vont faire que le système immunitaire se déclenche plus vite que chez quelqu'un d'autre. Mais il se déclenche après quelque chose d'extérieur. Il ne se déclenche pas tout seul, sinon il serait inflammatoire en continu. J'ai juste un commentaire, en fait, pour contextualiser le topo. Alors pour le déficit en mévalonate kinase, on n'a pas de génétique. Mais nous, on fait un dépistage par le dosage de l'acide mévalonique dans les urines le 2e jour de la fièvre. Et ça, c'est disponible. Et donc, ça peut aider à faire le diagnostic. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de génétique après. Si vous avez une mévalonaturie positive, ça suffit pour faire un diagnostic. Donc, il y avait cela. Et puis, il y a les autres patients qui ont des tableaux cliniques qui sont typiques. Là, par exemple, on a un petit qui ressemble à une histoire de TRAPS. Mais on ne pourra pas le confirmer parce qu'on n'a pas de possibilité de génétique. Et donc, on décide de le traiter quand même comme un TRAPS. On a initié de l'anakinra, avec un résultat, on va dire, moyen, mais bon. Voilà, on a des formes cliniques typiques qui peuvent quand même être évocatrices. On a un cas de Muckle-Wells. Dans notre contexte à nous, on est obligé un petit peu de travailler sur la clinique. Et puis, voilà. Oui, professeur Babar, oui, total. C'est juste pour les facteurs déclenchants, je voulais rajouter que souvent c'est les enfants eux-mêmes qui nous apprennent les facteurs déclenchants. Moi j'ai pas mal donc pour le chocolat aussi. Donc il y a un de mes patients qui m'a dit chaque fois que je prends le chocolat, je fais donc une crise. On va les mettre ensemble nos deux. Oui. Alors. Effectivement. Donc pour ces fièvres récurrentes, moi je dis toujours qu'il faut faire une enquête policière, un interrogatoire vraiment policier, pour déterminer en fait les facteurs déclenchants, la durée, la fréquence des récurrences, les symptômes associés, la notion de consanguinité, les cas, comme ça pour ne pas errer dans toutes les causes des fièvres récurrentes chez l'enfant. Juste un commentaire, je pense, pour conclure. Vous avez bien insisté dans l'histoire sur la génétique. Je pense que la génétique, c'est l'histoire, c'est le présent et le futur. On ne peut pas travailler sur son avis sur une nouvelle génétique. Je pense qu'il y a beaucoup de laboratoires, des scientifiques, surtout dans les universités biologiques, qui cherchent les malades. Donc je pense qu'il faut aller à ces laboratoires et développer une recherche. Donc je pense que c'est le médicament, c'est le remède pour un diagnostic précoce de ces malades. Très bien. Merci beaucoup, Véronique, on vous l'applaudit. Je pense qu'il y a une pause café avant la deuxième session.